Bonjour et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, organisé en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Nous accueillons aujourd'hui Élisabeth Guigou. Élisabeth Guigou qui est députée socialiste de Seine-Saint-Denis, qui a été aussi ministre et qui a eu des postes importants, la justice, l'emploi et les affaires européennes. On va donc commencer par parler de l'Europe. Madame Guigou, bonjour. Bonjour. Alors, comme je le disais, nous allons parler de l'Europe. On va aussi parler de la situation internationale. Vous êtes présidente de la Commission des affaires européennes, des affaires étrangères à l'Assemblée. Donc, il y a l'Irak dont on va parler, la situation des chrétiens en Irak, c'est important pour nous et pour eux. Et nous allons parler aussi de la politique française. Alors, vous serez interrogé par 3 journalistes, Corinne Laurent de La Croix, bonjour. Alain Baron de Radio Notre-Dame, bonjour, et Véronique de la Maisonneuve de RCF. Bonjour. Alors, tout d'abord, une question liée à l'actualité. Parlons aussi de cette grève de la SNCF. Est-ce que ce n'est pas encore un peu la faute de l'Europe qui vous a imposé, à vous, socialistes, de réformer le système ferroviaire? Est-ce que vous ne le vivez pas comme une double peine, vous, socialistes, d'être obligés d'avaler un peu plus de libéralisme et de vous fâcher avec les cheminots? Non, mais écoutez, alors moi je refuse de faire de l'Europe le bouc émissaire de ce qui ne va pas. Nous avons souscrit des engagements européens. Le précédent gouvernement a organisé une séparation, comme c'était demandé par les engagements européens, entre l'exploitation, le réseau et les infrastructures. Et ce que nous avons tâché de faire, justement, parce qu'il y avait des inquiétudes de la part des cheminots, que cette séparation n'aboutisse à un démantèlement, si vous voulez, de cette grande entreprise publique, avec une remise en cause du statut des cheminots, nous avons au contraire organisé un regroupement des 2 établissements industriels et commerciaux sous l'égide d'une holding. Enfin, bon. Et je pense que ça, au contraire, ça va dans le sens du souci de garder l'unité de la SNCF tout en donnant de l'autonomie, comme c'est bien normal, à la fois à l'activité qu'on appelle mobilité, c'est-à-dire réseau, transport, et aux investissements. Donc moi, je crois que cette grève maintenant, que d'ailleurs le texte est passé à l'Assemblée hier et plusieurs amendements ont encore accentué et amélioré ce texte pour rassurer justement les cheminots. Et je pense que la SNCF, qui est une entreprise qui a fait d'ailleurs beaucoup d'efforts pour se moderniser, s'adapter justement à la clientèle, je pense que maintenant il serait temps en effet parce que c'est une grosse gêne pour les usagers, mais ça commence à devenir un problème économique parce que on a des difficultés de transport. Mais Madame Guigou, pour revenir à la question, est-ce que ça ne vous gêne pas, vous, socialistes, d'être obligé d'avaler plus de libéralisme et de concurrence? Est-ce que c'était absolument indispensable de changer ce système ferroviaire? Écoutez, moi ce que je crois, c'est que le marché a ses vertus et que la concurrence est un stimulant pour la compétitivité. Qu'en même temps, il ne faut pas qu'il y ait le tout marché. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des règles communes et je pense que, d'ailleurs, ce n'est pas tellement là-dessus que portait le débat, c'est vraiment sur le devenir de la SNCF, sur sa capacité d'adaptation justement. Voilà. Donc moi, je ne récuse pas ça. Ce que je reproche, mais on en parlera dans un instant, c'est que ces dernières années, depuis une dizaine d'années, si vous voulez, la Commission européenne n'a fait que libéraliser le tout marché. Voilà. Et ça ne marche pas non plus. Alors, une question de Corinne Laurent de La Croix. Oui, ben justement, on va parler d'Europe. Nous sommes un mois après les élections européennes. Et quelles leçons tirez-vous de ce scrutin? L'Europe elle-même n'est-elle pas responsable finalement du cataclysme enregistré en France? Bon, il y a certainement une composante nationale dans ce résultat catastrophique, à mes yeux en tout cas, des élections européennes. D'abord par le fort taux d'abstention, puis ensuite par le fait que le Front National soit arrivé en tête. Bon. Il faut dire que traditionnellement en France, cette élection européenne, qui n'est qu'une élection à un tour, donc on n'a pas l'habitude, favorise l'abstention et jamais bonne pour les grands partis. Bon, parce qu'il y a un éparpillement. Mais en dehors de ça, je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a un vrai divorce entre les citoyens et l'Europe. Et ça, c'est gravissime. Pour moi, c'est le problème le plus grave.
Voilà. Donc il faut absolument remédier à ça et on arrivera à réconcilier les citoyens avec l'Europe quand on redonnera du sens au projet européen. Je crois que toutes ces dernières années, justement par excès d'ultralibéralisme, je crois qu'on a perdu de vue les grandes priorités de l'Europe, qu'on s'est perdu d'ailleurs dans des réglementations parfois inutiles, quelquefois extrêmement irritantes, du genre, et puis qui donnent prise évidemment à la caricature, le volume des chasses d'eau, les coupelles d'huile d'olive, tout ça. Donc il faudrait se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire répondre aux problèmes concrets des Européens. À mon avis, il faut tenir deux bouts d'une chaîne. Répondre aux problèmes concrets des Européens et d'autre part, dire, mais oui, nous, Européens, nous avons un modèle, des valeurs à défendre dans le monde, donc il faut que nous existions. Et je pense que c'est ce qu'on a su faire au XXe siècle et c'est ce qu'il faut refaire maintenant dans le monde d'aujourd'hui, sans reproduire les recettes du passé, bien sûr. Justement, vous dites que vous voulez remettre l'Europe à l'endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est lui redonner de l'autorité politique, en fait? Non, je pense que ce qu'il faut, c'est que l'Europe, d'abord, donne des résultats, c'est-à-dire paraissent apporter des solutions aux problèmes des gens. Le principal problème, c'est le chômage de masse, et en particulier le chômage des jeunes. Voilà. Quand un quart des jeunes Européens sont au chômage, c'est un scandale. Tout simplement, on est en train de sacrifier une génération. Alors, c'est différent selon les pays, mais on ne peut pas être, dans les pays du Nord, indifférent au fait qu'en Italie, par exemple, il y a 40% de jeunes au chômage. Je veux dire, on est tous dans le même espace. Nous avons, et par conséquent, ça, c'est le problème principal. Par ailleurs, nous avons à défendre nos industries, notre compétitivité. Alors ça demande des efforts nationaux, bien entendu. Il faut que la France balaye devant sa porte. Nous avons à réduire les déficits et la dette. Ça, c'est notre responsabilité. Nous avons commencé à le faire et nous allons le faire. Mais en même temps, il faut que l'Europe soutienne la croissance, l'emploi, les investissements d'avenir dans les énergies nouvelles, dans le numérique, dans les grands réseaux. Et c'est comme ça qu'on arrivera à créer les emplois du futur. Une question de Alain Baron de Radio Notre-Dame. Oui, madame, vous disiez tout à l'heure, il y a des raisons nationales au résultat des européennes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons au sein même du PS? Enfin, est-ce que le PS a pris la mesure de cet échec? Est-ce qu'il a commencé à faire son autocritique? Oui, vous avez raison. D'abord, je crois que nous n'avons pas suffisamment fait campagne. Moi, je le dis comme je le ressens. Hein. Et je pense que beaucoup de nos élus locaux étaient assommés par les élections municipales. Donc il y avait une fatigue, il faut le reconnaître. Hein. Par ailleurs, je pense qu'au PS, on aurait intérêt, en effet, à renouveler aussi notre logiciel politique. Voilà. Je pense que nous sommes dans le monde du XXIe siècle. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur notre environnement international. Alors, il faut défendre nos valeurs, qui sont celles de la solidarité, qui sont celles de l'attention, évidemment, aux plus fragiles dans la société, mais qui doivent être aussi, pour ça, dire nous avons besoin aussi d'être performants sur le plan économique. Moi, je n'ai jamais séparé l'économie et le social. Et je pense qu'il faut lutter contre les excès du système financier mondial. Je ne comprends pas pourquoi au PS, au gouvernement d'ailleurs, on n'a pas suffisamment mis l'accent ces dernières années sur la lutte contre les paradis fiscaux, par exemple, qui encouragent toutes les formes de criminalité internationale, qui encouragent la corruption. J'étais très heureuse d'entendre le pape François, d'ailleurs. Non, mais c'est un cancer. Regardez l'Ukraine. C'est une kleptocratie. Donc il y a des pays entiers qui sont minés par ça. Voilà. Et je trouve que nous, au PS, nous avons besoin, oui, de nous renouveler parce que nous sommes le monde enfin, c'est un bouleversement du monde. Et nous ne pouvons pas nous couper de notre environnement international. Une question de Véronique de la Maisonneuve de RCF. Pour revenir à l'échec de l'Europe, est-ce que vous pensez, comme certains, qu'il y a aussi un problème de nombre de pays, trop nombreux, et qu'il faudrait revenir à peut-être quelques pays qui prennent des décisions pour éviter cette lourdeur administrative dans les décisions à prendre? Moi d'abord, je ne suis jamais pour revenir en arrière. Je préfère regarder devant. Je trouve que la proposition de Laurent Wauquiez est imbécile. Voilà. D'ailleurs, dans son propre camp, je crois que c'est Alain Juppé qui est absurde, il a raison. Donc,
Non, ce qu'il faut, c'est ce que Jacques Delors appelle l'Europe différenciée. C'est-à-dire un noyau qui n'est pas fermé, hein, attention, ou une avant-garde, si vous voulez, autour de la zone euro, que nous avons besoin d'intégrer beaucoup plus, et qui, maintenant, nous avons fait l'union budgétaire, nous sommes en train de faire l'union bancaire, il va falloir faire une union économique, une vraie union économique pour rapprocher les décisions macroéconomiques. C'est comme ça qu'on fera bien, qu'on soutiendra notre monnaie unique. Il va falloir faire une union sociale, une forme d'union sociale. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'on ait un salaire minimum dans chaque pays. Il y en a 7 dans lesquels ça manque et qu'il faut rapprocher vers le haut ce salaire minimum avec une règle simple. Il devrait être fixé dans chaque pays à 60% du salaire médian. Alors là, on aurait une convergence, si vous voulez. Et puis, je pense qu'il faut... vous avez la zone euro. Pour l'Union à 28, bientôt plus quand on aura les pays des Balkans, il faut un projet mobilisateur qui soit la communauté européenne de l'énergie. Hein. Là, pour la transition énergétique, pour notre approvisionnement, notre sécurité d'approvisionnement. Et puis, il me semble aussi qu'il faut qu'il y ait un troisième cercle, qui soit celui des pays qui sont associés à l'Europe. Donc, si on va vers cette Europe différenciée, à ce moment-là, on n'a pas besoin de se replier, ni d'avoir des exclusifs. Tout ça étant ouvert, évidemment, à ceux qui le peuvent et qui le veulent. Corinne Laurent, La Croix. Oui, l'Anglais David Cameron veut bloquer le choix du président de la Commission européenne. Il conteste la légitimité de Jean-Claude Juncker, qui est issu de la droite. Il menace de quitter l'Union européenne. Est-ce qu'il faut laisser sortir les Anglais? Qu'est-ce que vous répondez à cette... Michel Rocard l'a proposé d'ailleurs, en disant laissons-les partir. Oui, mais c'est votre position? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que nous avons intérêt à garder les Britanniques au sein de l'Union européenne. D'abord parce que nous pouvons faire, même si nous ne sommes pas depuis le début, ça fait 40 ans que ça dure, nous n'avons pas la même conception de l'Europe. Les Britanniques ont une conception plus marché, zone de libre-échange, et nous avons une conception de forme d'union politique. Bon. C'est vrai. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les Britanniques. On parlait de l'énergie il y a un instant, hein, sur la recherche, sur la défense. Écoutez, si on parle mobilité des jeunes dans l'Union européenne, comment faire sans les Britanniques? Enfin, non. Donc, moi, je ne suis pas pour ça. Ce qu'il faut, c'est que M. Cameron, qui s'est mis lui-même dans une situation très difficile, c'est piégé, puisse comprendre qu'on ne peut pas ignorer le vote des citoyens européens qui ont donné, qui ont fait que Jean-Claude Juncker est arrivé le premier. Et donc, d'abord, il faut respecter ce vote-là, et c'est à lui de trouver la majorité des 375 députés. Voilà. Donc, moi, je soutiens ceux qui disent oui. Même si ce n'était pas mon candidat, moi j'ai soutenu dans la campagne Martin Schulz, qui était le candidat du Parti socialiste européen, mais je dis maintenant Jean-Claude Juncker a gagné, il est arrivé le premier, et c'est lui qu'il faut soutenir maintenant. Alain Baron, Radio Notre-Dame, question. Oui, on le sait, vous êtes candidate à un poste de commissaire européen, et vous dites vouloir gérer la Commission autrement. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux? Oh ben non. Je pense que depuis une dizaine d'années, la Commission, d'abord, a perdu sa force de proposition. Et quand la Commission ne propose plus, c'est l'ensemble du système institutionnel qui est déséquilibré. On se souvient quand Jacques Delors était là, il y avait des objectifs précis, c'était d'ailleurs daté. On avait une idée assez claire des priorités, et du chemin d'ailleurs à emprunter. Tout ça a été perdu de vue, on s'est perdu encore une fois, dans de la bureaucratie, des réglementations. Donc il faut recentrer le travail de la Commission autour de quelques grandes priorités à définir entre la Commission, le Conseil et le Parlement, bien entendu. Et ces grandes priorités, elles sont assez faciles à définir. La croissance et l'emploi, la solidarité, j'en parlais il y a un instant, là, naturellement, les investissements d'avenir pour la croissance et l'emploi, l'indépendance énergétique. Et puis, il faut que nous disions, mais l'Europe doit continuer et être un acteur mondial. Voilà. L'Europe a besoin à la fois de défendre et de promouvoir ses valeurs, son modèle de développement pour elle-même, mais aussi ça peut intéresser. Et je pense que là, il ne faut surtout pas perdre de vue cette dimension extérieure de l'Union européenne. Donc voilà 3 grandes priorités, si vous voulez. L'emploi et la croissance avec les investissements d'avenir et les jeunes. Deuxièmement, la solidarité.
Nous avons besoin de ça. Il va nous falloir un budget de la zone euro. Il va nous falloir mutualiser la dette quand on aura fait les réformes nécessaires. Et troisièmement, évidemment, l'action internationale, notamment avec nos grands voisins, à la fois à l'Est, pour retrouver il faut une politique étrangère de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis du Sud. Enfin, nous avons un atout extraordinaire avec le Sud de la Méditerranée, aussi bien les pays méditerranéens que les pays d'Afrique subsaharienne. Et nous avons des enjeux de sécurité, voyez ce qui se passe au Sahel, qui sont évidemment cruciaux pour nous. Une question de Véronique de la Maisonneuve de RCF. Mais au-delà de la politique étrangère, est-ce qu'il n'y a pas une faille dans la politique militaire ? Par exemple, on l'a vu au moment de l'Ukraine. Est-ce que l'Europe a bien réagi ou pas, à votre sens, dans cette crise qui est une guerre ? Oui, sur l'Ukraine, moi je pense que l'Union européenne a fait des erreurs dans le passé. Envahie par l'émotion légitime de la révolution orange de 2004, nous avons trop vite promis l'adhésion à l'Union européenne. Alors, je ne suis pas capable de l'assumer maintenant. Et pire, ce qui était une provocation pour les Russes, nous avons promis l'adhésion à l'Alliance Atlantique, à l'OTAN. Ça, ce n'était pas acceptable par la Russie. Je dis nous, les Européens, la France a toujours été plus réticente, sauf qu'en 2008, M. Sarkozy a accepté que dans un sommet de l'OTAN, on écrive un paragraphe dans lequel, oui, l'Ukraine a vocation à adhérer à l'OTAN. Alors, depuis 2010, on ne le dit plus, parce qu'on s'est rendu compte des ravages que ça faisait. Il y a eu la guerre en Géorgie, juste après ce sommet de l'OTAN. Donc, là, maintenant, ça ne sert à rien, ça n'excuse en rien ces erreurs passées, n'excuse pas l'attitude de M. Poutine et ses actions de déstabilisation, l'annexion de la Crimée, que nous ne reconnaissons pas, et que nous ne reconnaîtrons pas, tant en tout cas que l'Ukraine ne se sera pas prononcée là-dessus. Ça continue, la déstabilisation, ça semble aller mieux. Le regroupement, la rencontre autour du D-Day, du débarquement, a tout de même permis à M. Porochenko et Poutine de se parler directement pour la première fois. Ils se sont retéléphonés ensuite. La semaine dernière, ça s'est arrêté parce que les séparatistes ont abattu un avion et tué une quarantaine de personnes, mais ils se sont parlé hier. Alors j'espère qu'on arrivera, une fois surmontée cette crise, j'espère que on arrivera à renouer un dialogue constructif avec la Russie, qui est notre plus grand voisin. Et M. Poutine, quoi qu'on en pense, il est là jusqu'en 2018 ou 2026. Et il a le peuple russe derrière lui. Voilà. Une question pour terminer sur l'affaire européenne. Vous êtes candidate donc à un poste, ça a été évoqué par Corinne, un poste de commissaire européen. Vous en avez parlé avec le président Hollande. Alors, quelles sont vos chances? Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est oui, c'est non? Et quel secteur vous aimeriez? Parce qu'il y a quand même, vous avez un concurrent, c'est M. Moscovici. Non, mais bien sûr, je ne suis pas la seule. Voilà. Il n'y a d'ailleurs pas que Pierre Moscovici qui est candidat, il y a aussi Pervenche Pérez, par exemple. Bon. Donc, qui est une députée au Parlement européen, extrêmement compétente. Donc, je crois que ce qui est le président laisse les choses ouvertes parce qu'il sait très bien depuis longtemps que c'est une équation à de multiples entrées et que le président de la commission qui va être désigné, et François Hollande a été le premier à dire nous ne pouvons pas remettre en cause le vote. Donc il s'est prononcé pour M. Juncker. Donc une fois le président de la commission désigné, ça sera peut-être fait d'ailleurs à la fin de la semaine prochaine, celui-ci va avoir une tâche extraordinairement difficile. D'abord, répartir les postes entre 28 pays, le nord, le sud, l'est, l'ouest, les petits, les grands, les récents adhérents, les plus anciens, les équilibres politiques, les femmes et les hommes, parce que le Parlement européen est quand même très exigeant. Donc, je pense jusqu'à présent, il me semble que le président, enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais entendu, moi, laisse les choses ouvertes, il va voir comment les choses se présentent, même si je pense que lors du remaniement, lorsque Pierre Moscovici est sorti du gouvernement, naturellement, cette perspective a été évoquée pour lui, évidemment. Et c'est normal. Merci. Nous marquons donc une première pause dans ce Face aux chrétiens. Nous avons parlé de l'Europe. Nous parlerons de la politique étrangère dans un instant, après une courte pause. À tout de suite.
Deuxième partie de ce Face aux chrétiens avec Elisabeth Guigou, députée socialiste de Seine-Saint-Denis, ancienne ministre de gouvernement socialiste aux affaires européennes, à l'emploi et à la justice. Elle est interrogée par 3 journalistes, d'abord de La Croix, Corinne Laurent, de Radio Notre-Dame avec Alain Baron et de RCF avec Véronique de la Maisonneuve. Nous allons parler de politique étrangère, bien évidemment de l'Irak. J'ai tout de suite une question à vous poser sur les chrétiens d'Irak, parce qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais ils sont aussi en première ligne et les premiers martyrs, j'allais dire, après les chrétiens de Syrie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la France peut se montrer ouverte à l'accueil de ces chrétiens? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir dire et faire pour ces chrétiens d'Irak? L'accueil, certainement, des réfugiés, c'est... pas seulement des chrétiens, mais je comprends que vous insistiez là-dessus, parce que je pense que la situation des chrétiens d'Orient s'est considérablement dégradée ces dernières années. En Irak, on dit que les chrétiens étaient 1 million, 1,5 million même. Aujourd'hui, c'est 300 000, c'est-à-dire qu'il y en a déjà beaucoup qui sont partis. Heureusement, dans la dernière offensive là, de l'État islamique en Irak et au Levant, les Peshmerga kurdes ont protégé les villages chrétiens de la plaine de la Ninive en évitant certainement des massacres. Donc je crois que c'est un problème gravissime et que nous avons, à la Commission des Affaires étrangères, on accorde une attention particulière à cette situation. Ce qu'il faut, c'est arriver à... Arriver à quoi, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut arriver à accueillir davantage de réfugiés, sûrement, à faire en sorte d'aider les pays voisins quand il y a des situations de crise, comme c'est le cas actuellement en Iran, à les accueillir. Troisièmement, à changer, mais je vais en parler il y a un instant. Et en même temps, il faut éviter de confessionnaliser les conflits. Il faut faire très attention à ça. Parce que la tactique et la stratégie des islamistes, c'est ça. Or, ces chrétiens d'Orient sont des citoyens des pays dans lesquels ils sont. En Palestine, en Syrie, au Liban, voilà. Donc ils ont le droit de vivre comme des citoyens dans ces pays, de ne pas être persécutés, de vivre tranquillement, d'accéder à des postes de responsabilité. Et c'est ça. Alors, si on vient à la situation en Irak, le problème, il est politique avant tout. C'est-à-dire qu'on a... D'abord, il y a une responsabilité lourde des Américains qui, après être intervenus en Irak en 2003, se sont complètement désintéressés ensuite des conséquences, là aussi, très graves de leur intervention. Puis il y a une responsabilité majeure du Premier ministre actuel, M. El-Maliki, qui a justement complètement voulu contrôler tout, évincer les sunnites du Nord. Donc voilà. Alors c'est dans ce contexte qu'il faut voir. Personne n'a rien à gagner, si vous voulez, à l'intensification de ces conflits religieux. Au contraire, il faut pouvoir vivre en harmonie dans ces différents pays. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Alors précisément, en Irak, est-ce qu'il faut intervenir militairement? Je ne parle pas des États-Unis, mais bien de l'Europe ou de la France. Est-ce qu'il faut, même si par exemple le Premier ministre demandait qu'on intervienne, est-ce qu'il faut y aller? Non, attendez, il faut, quand il y a un conflit de ce genre, extrêmement grave, parce que ce dont il est question, c'est de la création d'un État islamique à cheval sur la Syrie et l'Irak, avec des puits de pétrole. Bon. Donc là, la cause, il faut s'attaquer aux causes, toujours. Et la cause est politique. D'ailleurs, on dirait frapper, mais frapper où? Alors, je ne dis pas qu'on ne détruise pas des colonnes qui viendraient prendre Bagdad, bien entendu. Mais l'intervention militaire, c'était une cause politique. C'est parce que M. El-Maliki, qui n'a même pas gagné les élections précédentes, en 2010, a formé un gouvernement à grand-peine. 9 mois de discussion, de coalition, il aurait dû évidemment rassembler tout le monde. Or, il n'a fait que persécuter, c'est peut-être un grand mot, oui, évincer les sunnites, les écarter, condamner à mort un de ses prédécesseurs. Alors, il faut que ça change. Il faut que M. Maliki
Et c'est d'ailleurs le sens de l'avertissement des Américains. Moi, M. Maliki fasse un gouvernement de coalition et peut-être, si les autres ne veulent pas de lui, qu'il consente, si vous voulez, à s'écarter. Hein. Une question de Véronique de la Maisonneuve de RCF. Depuis plusieurs mois, la France apprend que certains de ces jeunes partent dans les pays et adhèrent au djihad. Comment peut-on faire pour l'empêcher? Et est-ce que c'est surprenant pour vous? Enfin, c'est extrêmement inquiétant. Donc là, vous avez vu... C'était prévisible? Le gouvernement prend des mesures, évidemment, d'abord pour empêcher les jeunes de partir, en lien avec les familles, car la plupart du temps, les familles, évidemment, ne sont pas complices. Hein. Il peut y avoir des exceptions, hein, comme pour la famille Mera, mais bon. Mais les familles sont extrêmement inquiètes, parce que ces jeunes, ils sont endoctrinés dans certaines mosquées. J'ai entendu d'ailleurs que les imams de France, maintenant, se regroupent pour justement agir contre la radicalisation dans les mosquées. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut les empêcher de partir. Et puis quand ils sont partis et revenus, parce qu'on les a identifiés quand même, il faut condamner. Voilà. La justice, c'est M. Trévidic qui est chargé donc, de piloter ça. Alors ce qui est très difficile, c'est que c'est souvent à l'insu des parents, à l'insu de l'entourage, avec d'ailleurs un endoctrinement qui apprend à ces jeunes à dissimuler complètement leur engagement radical, c'est-à-dire y compris à continuer à aller en boîte de nuit, vous voyez, pour tromper en fait sur leurs véritables intentions. Donc ça demande vraiment une action beaucoup plus résolue. D'ailleurs, le gouvernement prépare un projet de loi pour voir si notre arsenal juridique est suffisant. Hein. Nous avons une incrimination qui s'appelle l'association de malfaiteurs, qui permet de prévenir aussi, mais c'est peut-être, il y a sans doute des améliorations à apporter, et les familles sont pour la plupart demandeuses. Dans quel sens ces améliorations Je ne sais pas pour l'instant, on est en train d'y travailler, d'y réfléchir. Hein. Je crois que ce qu'il faut, c'est que l'on puisse identifier davantage, qu'il puisse y avoir une meilleure coordination entre les services sociaux, les maires, etc. Et puis, ensuite, qu'on puisse, réprimer plus sévèrement ces jeunes quand ils reviennent. Hein. Une question de Corinne Laurent, de la Croix. Oui, ma question portait effectivement sur l'efficacité de notre arsenal juridique, mais est-ce que la France a aussi les moyens humains de lutter contre ces filières djihadistes, surveiller, on peut pas mettre un homme derrière chaque jeune tenté par le djihad. Non, mais naturellement. Donc c'est pour ça que je vous parlais de coopération beaucoup plus intense entre à la fois les services de la justice et de la police, bien entendu, mais avec les maires qui connaissent les gens. Vous savez, moi, en Seine-Saint-Denis, on a pu constater ces dernières années, moi ça fait 12 ans que je suis élue là-bas, on connaît très bien les 2 ou 3 personnages, il n'y en a pas beaucoup, dans telle ou telle ville, qui d'ailleurs, c'est quelquefois des convertis, assez souvent des convertis qui sont les plus radicaux, hein, et qui sont là, et qui d'ailleurs se cachent. Alors, ce qui est plus difficile, c'est quand il y a dissimulation, parce que sur Internet, on apprend à ces jeunes. Bon, voilà. Mais avec une meilleure coopération avec les familles, on doit pouvoir quand même, et puis les services sociaux, et puis les enseignants, vous voyez. Alors c'est tout l'esprit, évidemment, de ces zones de sécurité prioritaires dans lesquelles, par un travail très fin entre le procureur, le commissariat, les élus, les services sociaux, les enseignants, on arrive à repérer ces jeunes. Mais bon, certains peuvent passer dans les mailles du filet. Les réseaux sociaux jouent, comme Facebook, jouent aussi un rôle important. Qu'est-ce qu'il est possible d'obtenir de ces sociétés parce que les relais se font par ce biais-là aussi. Là, je pense qu'il faudra de plus en plus que nous ayons une responsabilisation plus importante, si vous voulez, des responsables de ces réseaux sociaux. Voilà. Alors, ça existe déjà. On a déjà obtenu des résultats en matière de délinquance sexuelle. Hein. Mais là, c'est en matière de terrorisme, oui, il faut faire la même chose. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Oui, dans un tout autre domaine, il y a un projet qui fait beaucoup parler de lui, c'est le projet de traité économique entre entre l'Europe et les États-Unis. Quelle est votre analyse de ce traité ?
écoutez, il se trouve qu'on travaille énormément à la Commission des affaires étrangères. On a passé la matinée là-dessus il y a 2 jours. Si nous sommes lancés dans cette négociation, gouvernement avec l'approbation du Parlement, puisque nous avons déjà voté, eu des débats, voté des résolutions disant nous souhaitons que ces négociations s'engagent et qu'elles se poursuivent. C'est parce que nous pensons y avoir intérêt. Les États-Unis sont notre principal partenaire. Europe et États-Unis, c'est 40% des échanges mondiaux. Par ailleurs, nous avons à peu près les mêmes valeurs, des systèmes de normes qui sont quelquefois assez comparables, quelquefois différents, très différents par exemple sur l'alimentaire, je vais y revenir. Et puis parce que nous pensons aussi que si nous avons un traité avec les États-Unis ouvriront davantage leurs marchés publics qui sont chez nous en Europe ouverts à 80%, aux États-Unis à 20% seulement. Bon. Donc nous avons à y gagner. Et puis par ailleurs dans le secteur financier, où il y a là un protectionnisme financier aux États-Unis, nous avons aussi à y gagner, à la condition que cette négociation respecte ce qu'on appelle nos lignes rouges. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'on accepte les poulets chlorés, qu'on revienne sur l'interdiction des OGM, qu'on autorise le gaz de schiste dans les pays comme la France qui ne le souhaitent pas, et que par ailleurs, effectivement, la négociation soit équilibrée. Alors, j'ajoute que si ça ne l'était pas à la fin, nous avons plusieurs possibilités de dire non. D'abord au Conseil européen, où on vote à la majorité. Ensuite, j'observe que là-dessus, le mandat de négociation qui a été donné au négociateur européen Karel de Gucht est très clair. Et tous les pays européens, en particulier la France et l'Allemagne, défendent ce que je viens de vous dire. Donc, nous, au Conseil européen, on peut dire non si au final ça ne va pas. On peut le dire aussi au Parlement européen. Et on peut le dire au Parlement français, puisqu'il faudra que chaque État membre ratifie le traité. Donc il n'y a pas lieu d'agiter des épouvantails pour une fois de plus se replier sur nous-mêmes. Nous dirons oui à ce traité, nous poursuivrons les négociations si la balance nous est favorable. C'est aussi simple que ça. Mais je pense que nous y avons intérêt aussi, parce qu'un bloc commercial normatif États-Unis et Europe, ça pèserait par rapport à d'autres grands ensembles économiques, alors qu'ils sont radicalement différents de nous. Corinne Laurent, Lacroix. Oui, on a vu les sanctions américaines contre la banque BNP Paribas. Justement, est-ce qu'on ne doit pas, l'Europe ne doit pas ouvrir d'autres thèmes de discussion? Vous avez évoqué des lignes rouges, mettre des contreparties à certains sujets qui permettraient malgré tout un accord au final. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est la question de l'exterritorialité, c'est-à-dire de l'application de la loi américaine et de la loi américaine seulement dès lors qu'il y a des transactions en dollars. Alors là c'est BNP Paribas, principale banque française et européenne d'ailleurs, qui est atteinte, mais il y a eu d'autres banques dans d'autres pays européens. Donc nous devons dire, alors ce n'est pas l'objet proprement dit du mandat de négociation. Mais moi, j'ai dit aux responsables européens, et d'ailleurs au gouvernement, l'autre jour, quand nous avons auditionné la ministre, je lui ai dit, mais enfin, ce n'est pas une réponse, ça. Parce que l'Europe, c'est un ensemble politique, et si ça n'est pas de la compétence de M. Karel de Gucht, et si ça n'est pas dans le mandat, eh bien alors à ce moment-là, il faut que ce soit traité par la haute représentante pour les affaires étrangères, par le Conseil des ministres des Affaires étrangères, car c'est un problème politique entre les États-Unis et l'Europe. Et j'espère que ce sera fait comme ça. C'est une illustration, ceci, du fait que nous avons besoin d'une commission qui travaille sur des grandes priorités et avec des commissaires qui se coordonnent politiquement entre eux. J'en ai assez de ce cloisonnement que d'ailleurs a imposé M. Barroso, cloisonner, et qui fait que chacun est dans son couloir et qu'on ne regarde jamais assez l'intégralité du paysage, comme vous venez de le faire en posant cette très bonne question. Eh bien, une autre question, pour terminer avec ce passage sur les affaires étrangères, sur la politique, toujours dans les relations avec les États-Unis, était-ce à un président socialiste, François Hollande, de venir au secours d'une banque, certes française, qui a triché? Ça ne vous a pas choqué qu'un socialiste vienne dire aux Américains, à Obama en particulier, ne sanctionnez pas trop cette banque qui a triché? D'abord, il me semble que le président et le gouvernement ont reconnu que s'il y avait une faute, elle est avérée.
eh bien, il fallait qu'il y ait une sanction. Tout le problème est la proportionnalité, parce que là, 10 milliards de dollars d'amende, c'est un arrêt de mort pour la BNP Paribas et tous les salariés. Voilà, non, bon. Donc, qu'il y ait, si telle ou telle fraction d'ailleurs de la banque est contrevenue, mais vous comprenez qu'on ne peut pas prendre prétexte du fait qu'il y ait eu des transactions en dollars n'importe où dans le monde, pour dire il y a eu sanction de cet embargo. Alors, je crois qu'il faut revenir à la raison. Et donc, oui, je pense que le président Hollande a eu raison. Nos banques, c'est une partie de nos ressources, de notre vitalité économique, de nos emplois. Il ne faut pas l'oublier. Eh bien, merci. Nous marquons une nouvelle pause, une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens avec Elisabeth Guigou et nous nous retrouvons dans un très court instant. À tout de suite. Troisième partie de ce Face aux chrétiens avec notre invitée Elisabeth Guigou, députée socialiste de Seine-Saint-Denis, présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Elle est interrogée par Corinne Laurent de Lacroix, Alain Baron de Radio Notre-Dame et Véronique de la Maisonneuve de RCF. Alors nous allons parler maintenant de la situation française avec vous, Madame Guigou. Et une question, comment expliquez-vous la dégringolade si rapide du pouvoir socialiste, du gouvernement socialiste et surtout du président? Comment vous l'expliquez en si peu de temps? Là, vous parlez des sondages. Non, de l'opinion des Français qui est confirmée par les élections municipales d'une part, européennes d'autre part, et éventuellement des sondages. Je pense que nous sommes dans une situation économique et sociale très difficile, dont nous avons hérité. Et qu'il nous faut maintenant réformer. Voilà. Et que c'est pas facile, parce que c'est vrai que ça demande des sacrifices aux Françaises et aux Français, qu'il y a beaucoup de souffrance, qu'il y a une inquiétude pour l'avenir, et que dans ces moments de crise économique et sociale, c'est vrai aussi qu'il y a l'exaspération, si vous voulez, le repli sur soi, l'exaspération, comme on dit, des identités. Et je pense que c'est tout ça que le gouvernement et notre majorité a affronté. Face à une situation de cet ordre, je pense qu'il faut absolument qu'on n'esquive pas la nécessité de faire des réformes. Je pense qu'il faut absolument réduire les déficits et la dette. Nous ne pouvons pas, même sur le plan moral, léguer à nos enfants et nos petits-enfants une dette pareille, c'est pas possible. D'autre part, nous avons aussi à faire des réformes de fond structurelles qui n'ont pas été faites depuis des années maintenant. C'est le sens du pacte de compétitivité, de la restauration de la compétitivité de nos entreprises, de la préservation de notre outil industriel. C'est évidemment un enjeu majeur. Et nous avons à faire tout ça avec le souci de la justice sociale pour épargner les plus fragiles. Et donc, nous sommes en discussion actuellement, vous l'avez vu, avec le projet de loi de finances rectificative et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour justement faire en sorte que tout en faisant ces efforts, ces sacrifices, eh bien, les classes les plus modestes, et y compris une partie des classes moyennes, puissent être épargnées. Une question de Véronique de la Maisonneuve, de RCF. Suite aux résultats des élections européennes, vous l'avez dit que ça a été un cataclysme. Manuel Valls a parlé... Elle dit que la gauche pouvait mourir. Est-ce qu'au-delà de cette phrase médiatique, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas quand même, on n'arrive pas à la fin d'une ère de la façon de faire la politique? Est-ce qu'il ne faudrait pas que les partis revoient leur façon de communiquer avec les Français, que les hommes et les femmes politiques soient aussi peut-être un peu plus sérieux ou montrent une autre image que maintenant les Français ne croient plus du tout dans ces hommes politiques? Est-ce qu'à votre avis, il y a un changement? Est-ce que cette élection va être le début d'une autre ère? J'espère, parce que je pense qu'il y a un grave problème je pense qu'il faut restaurer la morale et l'éthique en politique. Voilà. Voilà. Parce que la multiplication des scandales est un cancer terrible. Que par ailleurs, il faut que les dirigeants politiques fassent preuve davantage de sobriété peut-être dans leur comportement.
Alors il y a beaucoup de réformes qui ont déjà été faites en ce sens par le gouvernement, vous avez vu, dès le début. Hein, la réduction des salaires, des frais, etc. Je pense que surtout, ce qu'il faut aussi, c'est avoir le courage d'expliquer aux Français ce qu'on fait. C'est pas le cas en ce moment. Je pense qu'il y a des marges de progrès, oui, et que, en particulier, il me semble, et vous savez, moi je suis élue dans une circonscription où il y a beaucoup de souffrance, justement, parce que les gens sont en majorité pauvres. Hein. Ils ont compris qu'il fallait qu'on fasse des efforts, qu'on était tous dans le même bateau, et en même temps, ce qu'ils veulent aussi, c'est une perspective, un espoir pour l'avenir. Or ça, il faut montrer le chemin. Il faut dire oui, nous devons continuer à être fiers d'être Français et fiers d'être Européens. On a des tas d'atouts. Il faut arrêter aussi avec le catastrophisme. Hein, c'est vrai que c'est difficile, mais en même temps, écoutez, il suffit de sortir d'ailleurs de France et d'Europe pour s'apercevoir à quel point nous sommes privilégiés. Bon, nous avons la paix, nous avons la prospérité, nous avons un modèle social qui doit être réformé sûrement, mais qui est extraordinairement protecteur. Donc on a toutes les raisons de croire en nous-mêmes, et je pense que c'est aussi parce qu'on est une Europe qui vieillit. Voilà. Alors la jeunesse, hein, je pense que c'est par là qu'on s'en sortira. C'est un jeune qui vous pose la question, c'est Alain Baron de Radio Notre-Dame. Merci. Oui, j'ai été frappé tout à l'heure quand on parlait d'Europe et des socialistes. Vous avez fait au moins par 2 fois référence au président Delors. Alors, sans lui manquer de respect, c'est quand même un peu daté, le président Delors. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au sein du PS de faire émerger des personnalités nouvelles, incontestables? Alors, ce n'est pas qu'une question d'âge, parce qu'on a un jeune Premier ministre, mais vous voyez un peu le... Non, mais si je fais référence à Jacques Delors, et je continuerai, car pour moi, j'étais sa collaboratrice il y a maintenant plus de 20 ans, et nous n'avons jamais cessé d'être en relation. Je pense qu'il est une référence sur le plan européen. Vous allez partout dans tous les pays d'Europe, on vous dit il faut que la Commission recommence à fonctionner comme elle fonctionnait sous Delors. Il ne s'agit pas de faire revenir Delors, évidemment, d'ailleurs lui-même. Bon, mais voilà. Et il y avait une référence, il y avait... Bon. Donc, alors oui, il faut retrouver des dirigeants qui s'inspirent, tout en modifiant, parce qu'on ne peut jamais reproduire exactement ce qui a été fait auparavant, mais qui s'inspirent de cet esprit-là. Il faut retrouver l'esprit européen, il faut retrouver le volontarisme politique, il faut retrouver l'envie du compromis. Ce n'est pas un mauvais mot, le compromis, parce qu'on est tous dans le même bateau, pour retrouver des compromis constructifs avec les autres, au lieu de s'envoyer des invectives, par exemple entre Français et Allemands. Hein, moins maintenant, mais enfin il y a quelques mois, c'était quand même préoccupant ce qu'on entendait en France. Bon. Donc voilà, et je trouve que Jacques Delors c'était tout ça, et il continue à incarner tout ça, et que nous avons à dire les choses à la fois beaucoup plus nettement, et en même temps à dire que oui, l'Europe ne peut pas tout faire, c'est pas possible, elle ne doit pas tout faire. Je pense qu'il est essentiel de retrouver ce qu'on appelle la subsidiarité, parce qu'il faut être au plus près des problèmes des gens, qu'il y a des problèmes qui doivent se traiter au niveau local, d'autres au niveau national, et d'autres qui ne peuvent être traités bien qu'au niveau européen. Si on veut régler ce problème de l'immigration, par exemple, la maîtrise des mouvements de population, bon, que ce soit les réfugiés ou que ce soit... bon, mais qu'est-ce que vous voulez, on a besoin de travailler ensemble entre Européens. Ça n'a aucun sens que la France ferme ses frontières à l'Italie. Laisser l'Italie se débrouiller toute seule avec ces malheureux qui préfèrent risquer leur vie et qui vont mourir en Méditerranée plutôt que de rester chez eux parce qu'ils sont persécutés ou qu'ils n'ont pas de travail ou que leurs enfants n'ont pas d'avenir. Donc, l'immigration clandestine est un problème. Moi, je le vois en Seine-Saint-Denis. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais nous avons besoin, et donc il faut se mettre en relation avec les pays du Sud. C'est pour ça que je crois au partenariat euro-méditerranéen et au partenariat euro-africain. Il faut absolument promouvoir ça. Quand les gens ont de la paix, de la sécurité, du travail, de l'avenir pour leurs enfants chez eux, de l'éducation et de la santé, mais ils préfèrent rester chez eux. Donc ça, là aussi, c'est s'attaquer au problème à la racine, ce qui n'empêche pas l'Europe de protéger évidemment ses frontières, parce qu'il y a aussi des trafiquants qui passent, parce qu'il y a aussi tous ces gens sont exploités évidemment, et on a besoin, je veux le dire, d'une immigration légale. Notre continent vieillit, et d'ailleurs c'est parce qu'on en a besoin qu'on a des immigrés pour venir travailler chez nous. Donc on a besoin d'une immigration légale qui doit être organisée, mais ça ne peut se faire qu'avec les pays d'émigration. Une question de Corinne Laurent de La Croix.
Oui, on voit bien que le fonctionnement des partis politiques est sur la sellette dans le fonctionnement d'aujourd'hui du quinquennat, la rapidité des institutions. Comment ils ne sont pas assez force de proposition en amont? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Comment renouveler le logiciel de la gauche? Comment le PS peut-il construire un discours qui serait distinct de celui de la droite? Parce qu'en fait, la gauche, peu à peu, utilise les mots de l'adversaire. Ce n'est pas qu'une question de mots. Je crois qu'on a perdu beaucoup de temps, voilà. Et que nous n'avons pas su, quand nous étions dans l'opposition, et c'était une responsabilité collective, moi j'ai ma part, nous n'avons pas su nous renouveler, effectivement, et dire, avoir l'obsession, pas seulement l'obsession de l'adversaire, mais l'obsession de dire qu'est-ce que nous ferons quand nous reviendrons aux responsabilités. Alors on l'a fait un peu, mais pas suffisamment. Donc je crois qu'il faut s'adapter, le faire avec nos partenaires européens. Il y a des différences entre la droite et la gauche, on le voit dans les propositions des partis politiques d'ailleurs aux élections. Je pense que ce qu'il faut aussi, si vous voulez, c'est ne pas s'abandonner au court-termisme. Voilà. La maladie des petites phrases, de ces postures qui ne veulent rien dire. La politique, c'est tenir des caps, avoir des orientations compréhensibles par les citoyens, et puis avoir le courage, oui, de dire, ben voilà, on s'y tient, même si quelquefois c'est pas facile, et en même temps redire que nous avons toutes les raisons de croire en nous-mêmes. Il me semble que c'est de ça dont on manque le plus. Voilà, on fait du catastrophisme en permanence. Alors, d'accord, il y a des choses graves qui se passent, mais il n'y a pas que ça. Socialistes frondeurs qui ne sont pas d'accord avec la ligne politiques, ils sont dans des postures où il y a vraiment une fracture? Non. Il y a parmi eux, moi je discute beaucoup avec eux, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, et donc, non, il y a une fraction qui a toujours été contre l'Europe, enfin ce qu'ils disaient. Mais je vous assure que du temps de Jean-Pierre Chevènement, que j'ai bien connu, c'était infiniment plus dur, plus difficile, plus structuré d'ailleurs, à mon avis, mais ça c'est une fraction qui a 15-20% peut-être du PS, ça a toujours existé, ça existe dans tous les partis politiques. Bon. Et puis il y en a d'autres qui déplorent justement le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de débat, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de clarté dans les orientations, et ceux-là, on a besoin de les écouter. C'est d'ailleurs ce que fait Manuel Valls, le Premier ministre, puisqu'on a eu là maintenant, nous sommes mis d'accord sur des amendements, par exemple, justement pour épargner les plus modestes dans les efforts qu'il y a à faire pour le prochain projet de budget rectificatif. Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. Vous venez de citer le Premier ministre. Vous pensez que lui-même, avec le Président, peuvent rebondir? Ah mais bien sûr. Moi, je pense que le problème, il est lié à la situation. Tout est effectivement lié au chômage. Voilà. Je pense que si nous arrivons à faire diminuer le chômage, et notamment le chômage des jeunes, et ça passe évidemment essentiellement par la croissance, l'emploi, les investissements. Donc une bonne partie de la solution est en France, mais une partie de la solution est au niveau européen. Moi, ce que je dis, vous savez que comme je tiens à la relation franco-allemande, mais je dis à nos partenaires allemands, écoutez, vous avez décidé dans le contrat de coalition de faire 23 milliards d'euros pendant la législature d'investissement dans les infrastructures qui ont beaucoup vieilli en Allemagne. Si vous faites davantage, pourquoi pas doubler? Bon, vous soutiendrez la conjoncture européenne, on ne vous demande pas d'argent, on vous demande de faire ça chez vous. Mais vous rendrez service à tous les autres. Et vous avez besoin des autres. Et d'ailleurs, c'est de mieux en mieux compris en Allemagne, notamment par Sigmar Gabriel, mais pas seulement, pour continuer à être prospère. Une dernière question de Corinne Laurent de La Croix. Oui, François Hollande tient son cap. Manuel Valls, par tempérament, accélère. Pour autant, est-ce que la méthode choisie par François Hollande, du compromis, du dialogue, est-ce que cette méthode n'a pas vécu? Mais je crois aux vertus du compromis et du dialogue. Donc voilà, je pense que on critique beaucoup le président là-dessus. Mais regardez, il tient un cap. Il tient un cap. Économique, sûrement. Alors on peut le juger bon ou mauvais, mais enfin, il a le courage de le tenir. On va faire la réforme de la SNCF, on va faire la réforme territoriale. On a fait le pacte de compétitivité. On a réformé pour la première fois en France le marché du travail, justement. Bon. Et nous faisons des réformes sociales, enfin c'est quand même pas rien. Les revalorisations des prestations sociales qui ont eu lieu, je ne vais pas les égrener, vous les connaissez. Et
c'est un président qui est capable de prendre des décisions difficiles. Regardez l'intervention au Mali, en RCA. Donc on ne peut pas dire que c'est un président indécis qui n'assume pas ses responsabilités. Moi, je récuse ce procès-là. Je dis simplement que peut-être, en effet, dans le discours public, il pourrait y avoir plus fréquemment une indication de la ligne suivie. Et je pense qu'au niveau européen, il faut reprendre des initiatives fortes en partenariat avec l'Allemagne et avec l'Italie qui va avoir la présidence de l'Union européenne. Là, je pense qu'il faut reprendre des initiatives. Voilà. Merci beaucoup Elisabeth Guigou d'avoir participé à ce Face aux chrétiens, très riche. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous savez que si vous avez pris cette émission en cours, vous pouvez la retrouver dans son intégralité sur les sites internet de la Croix, de KTO, de Radio Notre-Dame et de RCF. Bien évidemment, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Face aux chrétiens. À bientôt. Au revoir.